Bonjour, ici Sophie, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos deux sentines qui conclut la saison 4. On discute avec Marion et Marjolaine et on finit de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Slido. Merci beaucoup pour vos contributions. Je pense que c'est une belle manière de conclure cette saison avec différents thèmes qu'on a abordés pendant tous ces épisodes qui sont là en résumé, saupoudrés parmi les réponses aux questions. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez, qui nous donnez des retours, des avis sur ce qu'on dit dans les épisodes ou sur les thèmes. On est très contente de bientôt vous présenter la nouvelle saison 5 d'ici quelques semaines qu'on est en train d'enregistrer. On est reconnaissante pour les épisodes, les discussions enrichissantes qu'on a. Et je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode et je vous dis à bientôt. Du coup, la semaine dernière, on parlait des fréquentations, de la communication, et je trouve que la première question de l'épisode d'aujourd'hui est appropriée. Comment est-ce qu'on peut arrêter de se faire des films et de se faire des trilogies dans nos têtes ? Et on en a un peu parlé la semaine dernière, mais nous sommes maîtres de nos pensées et de nos sentiments. Marion, tu n'arrêtes pas de répéter depuis deux semaines. Parle-nous, éduque-nous. En fait, je pense juste, tu peux pas... Déjà, on n'a pas tous la même capacité d'imagination. Il y a des gens qui, en effet, ont une capacité d'imagination plus grande, et sur tous les sujets, pas que sur le sujet du couple. Si tu es tout le temps en train de te faire des films dans la vie en général, parce qu'en fait, tu as besoin d'être tout le temps en train d'imaginer des trucs, eh ben, tu vas t'en faire aussi sur le couple. Et je pense que peut-être une partie de moi, comme moi j'ai beaucoup d'imagination, aurait tendance à dire, si c'est que récréatif, bon, c'est peut-être pas très grave. Tu vois ? Attends, c'est la limite entre ce qui est récréatif et ce qui ne l'est pas m'intéresse. Non, mais c'est juste de dire, si en fait tu es en train d'alimenter un désir de relation et donc qui est complètement décorrélé de la réalité, puisque tu t'imagines Tom Cruise et tout ? Non, mais avec une vraie personne, mais non. Attends, je comprends pas. Comment ça peut être déconnecté de la réalité si c'est quelqu'un de ta vie ? Mais parce que si en fait t'es en train de te faire une trilogie, tu te vois déjà à la mairie avec ta robe de mariée, alors que la personne t'es même pas encore pote avec lui, c'est complètement décorrélé de décorrélé, c'est ça le mot, de la réalité, tu vois. C'est que t'es 10 fois trop loin. Si la personne, tu commences à la rencontrer et que ton imagination elle tourne sur des discussions ou comment je vais lui dire qu'en fait j'ai envie de passer du temps avec lui et tout. Là, en fait, ça va, tu vois. T'es juste en train de te projeter sur l'étape d'après. Si tu es en train de te projeter sur l'étape plus 12, moi, j'aurais tendance à dire, là, il y a un souci, quoi. C'est pour ça que je dis, si c'est juste que... Il y a des gens, ils ont besoin de beaucoup imaginer... Moi, j'ai besoin de beaucoup imaginer tous les scénarios, d'accord ? Donc, ça veut dire que si je décidais que je vais dire à un mec que je l'aime bien, que je me suis dit, OK, on se voit dans un mois, et que j'ai décidé que je lui parlais à ce moment-là, pendant le mois, je vais me faire 20 000 versions de la conversation. Mais pour moi, c'est pas grave ça. Tu vois, j'ai juste besoin de contrôler mon univers et mon espace. Ouais. Et machin. Ce qui est grave, c'est si pendant ce mois-là, je suis déjà en train de choisir le nom des enfants, quoi. Là, ça montre qu'en fait, je vais beaucoup trop loin par rapport à la réalité. Donc moi, je dirais, si c'est juste un besoin d'imaginer les scénarios possibles, parce que c'est un besoin de contrôler et aussi parce que c'est comme ça que votre cerveau fonctionne, c'est peut-être pas très grave. Si l'idée, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire les choix à la place de la personne, commencer à vous projeter plus loin sans que la personne ait son mot à dire, là, je dis danger, et donc, purifiez votre intérieur. Après, comment arrêter ? Je ne sais pas, mais si, je pense l'idée de se rappeler que la personne ne t'appartient pas, et que donc, c'est pas juste ce que tu fais. Et peut-être, quelque part, c'est presque plus simple de fantasmer sur des gens que tu rencontreras jamais, type Tom Cruise. Parce que du coup, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait fantasmer sur Tom Cruise. Oui, non, prenons pas Tom Cruise. Bradley Cooper, je comprends plus. Peut-être parce que quelque part, là, il y a un côté où, je veux dire, la personne, tu n'es pas en relation avec elle, tu vois, c'est du pur fantasme. Bon, ce serait sans doute pas très sain si tu te noyais dans ce truc-là, mais voilà, peut-être je serais moins inquiète que si tu fais ça avec quelqu'un qui est de ton quotidien et à qui tu n'as pas demandé son avis et avec qui, tu vois, et qu'en fait, tu vas beaucoup trop loin, quoi. J'ai posé plus de questions que lui donner de réponse, là. Non, mais c'est intéressant. Moi, je me demande vraiment si là, on parle pour des
personne chrétienne, je sais que c'est pas forcément le cas de tous ceux qui écoutent, si vraiment, même si on imagine des trucs comme ça, mais si vraiment c'est en même temps un sujet qu'on garde dans la prière et qu'on remet les mains ouvertes devant Dieu, pas pour prier, juste pour dire, comme moi quand j'étais adolescente, s'il te plaît, fais que ça marche et je lui parlerai de toi, Seigneur Jésus. Mais si on le fait vraiment, tu vois, si on a une honnêteté dans la prière par rapport à ce sujet-là, je me demande si ça peut vraiment, vraiment aller trop loin ou si ça va pas, finalement, pas brusquement, mais progressivement s'aligner, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. J'ai du mal à imaginer que si on a vraiment une démarche sincère à ce niveau-là, que ça puisse durer des années comme ça, sans aucun stop. Enfin, voilà, mais peut-être que je me trompe. Non, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si tu remets ça à Dieu et qu'en même temps tu te confrontes à la réalité de qui est cette personne, etc., etc., je pense pas en effet que ça peut durer des années et que ça peut partir dans tous les sens, quoi. Le risque, moi, je peux intervenir parce que je suis pas d'accord. Moi, j'ai découvert que la seule manière que je pouvais arrêter ces pensées-là, c'était pas en confessant, mais c'était pas la drogue, non. C'était pas en confessant à mes amis, parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé, donc on a dit dans un épisode précédent de n'avoir aucun contact avec aucun homme, ça ne marche pas. J'ai essayé la confession régulière à mes amis, en fait, c'est en train de partir en latte dans ma tête, ça ne marche pas. J'ai essayé d'aller au bout de tous les scénarios, ça ne marche pas non plus. Ce qui semble marcher, c'est confronter dans la réalité, mais genre parler, genre avoir la conversation pour éclaircir l'affaire, Oui. Ça marche. Et du coup, je pense que, enfin, peut-être, ça dépend de ton style d'attachement, ça dépend c'est quoi tes problèmes, ça dépend c'est quoi les problèmes de ta petite enfance et de ta mère, mais, mais je pense, ça dépend aussi, non, j'interviens, mais ça dépend aussi comment tu nourris tes pensées, le nombre de films que tu regardes, le genre de film que tu regardes, ce que tu lis, la musique que tu écoutes et tout. Donc, si tu sens que ça part en latte, je t'invite à questionner ce que tu es en train de mettre dans ta tête, parce que ce que tu mets dans ta tête, ça influence comment ta tête fonctionne. Donc, bref, si tu es accro à la pornographie, bah, peut-être que c'est normal qu'en fait, dans tous tes scénarios, les hommes et les femmes de ta vie, ils se mettent à faire des trucs chelous parce qu'en fait, tu es en train de nourrir ta tête des trucs qui sont chelous. Donc je dirais, arrête de te faire des films, regarde ce que tu mets dans ta tête, mais et va dans la réalité, mais pas juste dans la relation, mais aussi éclaircir les choses et une conversation. Prends-toi la porte si tu penses qu'il faut que tu te prennes la porte, si tu n'arrives pas à t'en sortir. Et je dirais la confession, vraiment. Tu parlais à la fin du dernier épisode de mettre dans la lumière, Marjo. Mets dans la lumière, genre, en fait, confesse. Si tu sens que ça part en latte et si Dieu, il te dit là, ça c'est un péché ce que tu es en train de faire dans ta tête, tu vas voir un ami et tu dis à l'aide, pardon, j'ai fait ça et j'ai besoin d'aide pour ça et sois fidèle dans la confession. Et je dirais aussi le fantasme, c'est une manière, tu disais Marion, de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Et en fait, il y a un truc que tu peux pas contrôler et que tu es obligé d'aller dans la relation. Et donc le fantasme, c'est une manière de se cacher de la relation parce que c'est beaucoup plus simple dans notre tête. La personne, elle fait ce qu'on veut et puis on est hyper fort, on n'a pas besoin d'être vulnérable ou que comme on veut et tout ça. Et en fait, dans la réalité, c'est autre chose. Et donc on va aller se cacher dans le fantasme parce que c'est plus facile. Et donc moi, je dis, si ça prend vraiment trop de place, va en parler à quelqu'un parce que ça cache quelque chose. Tu vas peut-être résoudre ce problème de trilogie et tout en parlant à quelqu'un, en creusant c'est quoi tes peurs et c'est quoi, pourquoi tu vas dans le fantasme alors que la réalité c'est cool aussi. Ouais, moi je dirais si tu sens que tu te fais des films hyper vite, genre systématiquement et hyper vite, c'est pas juste que tu veux sortir d'un film que tu te fais, mais que c'est juste que tu te fais des films hyper vite. Peut-être il faut interroger sur la question du couple, hein, je pense qu'on parle de ça là. Je pense qu'il faut interroger un peu le rapport que tu as au couple et l'idole profonde que ça révèle. Parce que ce qui nous tourne dans la tête, les fantasmes, tous les trucs et tout, ça révèle quand même un petit peu les choses qui sont hyper importantes pour nous. Et ça révèle un peu le fond de notre cœur et même notre inconscient. Et j'oserais dire, si une personne qui nous écoute là et arrive jamais à réfréner son imagination sur ces questions-là, et que c'est toujours, ça part toujours trop loin alors que la personne elle la connaît à peine, et que c'est systématique et qu'il faut à chaque fois se reconfronter à la réalité, mais que ça recommencera la seconde d'après avec le gars d'après. Moi je dirais, ou avec la fille d'après, si c'était un gars, moi je dirais il y a un truc à travailler dans la relation à Dieu sur la place qu'a l'idée du couple ou l'idée de la relation dans ta vie
Est-ce que ce ne serait pas une idole? Question. Et comment est-ce que tu peux remettre le couple à un truc cool que tu as envie, mais qui fonctionne pas comme cette idole qui te prend complètement, quoi. Ouais. Mais je pense que tu as raison, Sophie, le fait de parler, c'est important parce que tu as même des. Moi, je connais des filles qui, même le stop, n'empêche pas ensuite de continuer à se dire mais peut-être que, mais il m'a regardé de cette manière, mais il machin. Et, et le fait d'échanger avec des gens et d'avoir des gens qui peuvent être terre à terre et te dire en amour, hein, mais non, là, tu vas trop loin, peut être quand même très très utile. Ouais, c'est clair. D'avoir quelqu'un qui nous permet de redescendre un petit peu sur Terre. Mais après, il faut être prêt aussi à faire face à cette réalité. Et ça, c'est un énorme travail quand même. Pour tout le monde, mais pour certains sur ce sujet-là en particulier, c'est un énorme travail. Excellent. Question suivante. Ah mince, pardon. Non, si on avait eu 5 minutes de plus, j'aurais bien voulu savoir comment on le dit en amour à nos copines ou à nos potes. Punaise, là, t'es dans du fantasme où mais stop. Mais mieux que ça, quoi. Comment on dit aux autres stop, arrête, non, il n'est pas du tout intéressé, reviens. Mais comment on le dit C'est parce que ça, je trouve que c'est pas si simple. C'est clair. Bah, en fait, moi, je dirais, la première chose, c'est que peu importe comment tu le dis, ça va être brutal. Donc, tu peux le dire de toutes les manières que tu fais, tu pourras pas le dire, voilà, toutes les fois où mes copines, elles m'ont dit Sophie, non, tu es partie trop loin et tout. J'ai pas trop apprécié, mais j'en suis reconnaissante. Je leur ai rapidement dit merci de me l'avoir dit. Mais juste dire, là, je pense que tu lis quelque chose dans son comportement, le comportement de cette fille ou de ce gars qui n'est pas du tout là. Juste ça, dire, tu sais, il y a une autre lecture. Ouais, il y a une autre lecture. Parce que, genre, le tunnel cognitif de. Alors, c'est sûr, la personne, elle est intéressée, donc tout. Enfin, genre, ça s'appelle comment? Le biais de lecture. Ouais. Tout ce que la personne, elle fait, ça va nourrir ça. On est forcément dedans, je pense qu'on est intéressé par quelqu'un. Pas forcément, mais on est quand même souvent dedans. Et on a besoin de gens qui nous disent, il y a quelqu'un, il y a une autre lecture complète. Et je pense que poser des questions et encourager les gens à se confronter à la réalité, ça peut aussi être une façon de le faire. Après, c'est touchy parce que tu te dis, si la personne, elle me croit, ça va lui éviter de se faire prendre un râteau. Donc, je préférerais qu'elle me croie moi quand je lui dis qu'en fait, il n'est pas intéressé, plutôt qu'elle aille jusqu'à dire à la personne, ah, tu sais, je t'aime bien, et qu'elle se fasse prendre un vent. Et en même temps, je crois quand même que si tu es dedans, les personnes qui ont suffisamment de recul sur elles-mêmes, elles vont peut-être te croire et te dire ah oui, ok, je pense que tu as raison et tout. Mais il y en a d'autres, de toute façon, tant que la personne ne les aura pas regardées dans les yeux. Et encore, moi j'en connais certains, la personne a beau avoir dit plusieurs fois qu'elle n'était pas intéressée, la personne entendait je ne suis pas intéressée maintenant. Sois patient et continue à décortiquer mon comportement, tu vas voir que. Donc ça peut vraiment être compliqué. Il y a des gens, quand ils sont intéressés, ils sont vraiment intéressés, quoi. Ils ne font pas les choses à moitié. Mais ouais, encourager les gens à se confronter à la réalité, quoi. Oui, c'est une question de temps en fait. Si tu vois que la personne elle s'accroche, il faut l'encourager à avoir une conversation. Yes. Merci. Oui, parce que encore une fois, la relation c'est à deux, c'est beaucoup mieux à deux que dans nos têtes. Moi, je me retrouve malheureusement régulièrement dans la position où une fille ou un garçon me dit qu'il est intéressé par telle personne et que l'autre personne me dit qu'elle n'est pas intéressée. C'est la joie du ministère étudiant. Et là, une partie de moi aimerait dire, bon, j'ai deux infos, je peux sauver la situation. Je peux dire à la personne qui est intéressée, écoute, j'ai parlé avec un tel n'est pas intéressé, donc lâche l'affaire. Sauf que du coup, la triangulation dans les relations, c'est hyper malsain, ça craint et que c'est pas du tout mon rôle et que je me dois de pas le dire, même si je le sais, mais d'encourager parce que et je pense que ça peut être un truc en tant qu'ami, on peut être un peu tenté de jouer alors les médiateurs ou les négociateurs et de se retrouver triangulé dans une relation. Mais la relation, c'est un truc qui se vit à deux, même si en fait, il ne va pas y avoir relation et que tu sais qu'en fait, suite à la conversation, les gens vont aller chacun de leur côté. En fait, tout le monde apprend quelque chose dans l'histoire. Et je pense qu'il y a quand même plus. C'est beaucoup plus sain de les encourager à se parler plutôt que d'essayer de jouer
le médiateur et de dire, écoute, moi je sais, donc toi je peux te dire, machin m'a dit que, et toi je peux. Et moi, j'ai été tentée de le faire plusieurs fois. J'ai toujours résisté à la tentation et j'en suis très fière. Parce que plus je vieillis et plus je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment foireux comme position. La position de la personne qui va te dire. Euh, et c'est ce qu'on faisait quand on était à l'école, quoi. Ah, j'aime bien ton copain, est-ce que tu sais s'il est intéressé par moi, machin, machin. Et c'était déjà malsain quand on avait 8 ans, c'est encore malsain quand on en a 30. Donc je pense qu'il faut vraiment résister à cette tentation de dire, bon bah écoute, je vais lui demander s'il est intéressé ou pas, et puis je te redis, ou je vais essayer de me renseigner et tout. Mais de dire, non, en fait, vous êtes des adultes, donc si toi t'es intéressé, tu vas lui parler. Et moi, donc je me suis retrouvée à encourager des gens à aller parler à quelqu'un en sachant très bien qu'ils allaient se manger un mur. Mais bon, en fait, avec le recul, je me dis, je pense que c'était quand même la solution la moins pire, quoi. Oui, ce qu'on disait sur l'amitié homme-femme, ou même l'amitié avec des gens où tu pourrais être intéressé, si c'est la base, c'est la communication et l'honnêteté, si c'est le seul garant qu'il peut y avoir une vraie amitié, en fait, il faut que tu apprennes à avoir ces conversations-là, à aller au-devant des râteaux que tu peux te prendre, à aller, et rapidement, je veux dire, c'est ça la clé aussi, je pense, c'est que si tu as fantasmé pendant 9 mois, 1 an, 6 mois, 3 ans, 5 ans sur une personne, c'est encore pire. Quand tu as la conversation, tu as construit toute ta vie, tu as tous les noms de tes enfants, tu as la petite maison, tu es allé visiter sur le bon coin des maisons et tout, enfin, tout ça. Et donc, l'enjeu émotionnel est bien plus fort, alors que si tu as la conversation où il n'y a pas trop d'enjeux et tu veux juste clarifier les choses et puis voilà, eh ben, il faut qu'on apprenne. Enfin, en fait, moi j'ai été interpellée, Marion, quand tu disais genre c'est pas grave si on tombe amoureux ou si on est intéressé par quelqu'un avec qui on est amis, c'est pas grave. Et ben en fait, si on croit vraiment que c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas grave d'avoir des discussions, même si elles sont challengeantes, même si on va pleurer un peu et que ça va piquer parce qu'on aimerait bien que la personne elle soit intéressée aussi. Enfin ouais, il faut arrêter de mettre de l'affectif à fond dans un truc où on veut normaliser ça, voilà. On est amis avec des personnes, des fois on est intéressé, des fois non, et tout ça. Et c'est pas agréable, mais c'est pas si grave, quoi. Ouais. Alors, Marjo, une question pour toi. Comment améliorer sa vie de couple marié? Même si vous n'êtes pas mariés, en vrai, vous avez le droit d'avoir des avis sur ça. Parce que vous voyez des couples mariés fonctionner. Et je dirais, en fait, c'est comme nos amitiés, je dirais la communication, la vérité, l'amour de l'autre. Et aussi, parce que moi, je vais le dire pour nos milieux chrétiens où on ne le dit pas assez, éventuellement demander de l'aide si on a besoin d'aide à un conseiller conjugal ou pas pour améliorer sa com sans attendre qu'on soit sans attendre d'être en crise ou au bord du divorce. Chercher de l'aide si on a besoin d'aide parce que c'est une relation complexe, le mariage. Ouais, franchement, je pense pas qu'il y a de recettes. Je suis désolée pour ceux qui attendaient des recettes. Mais en fait, travailler à la relation, quoi. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire que travailler à cette relation et être prêt à se donner pour l'autre. Je pense que ça, c'est un enjeu énorme dans le mariage. Et c'est ce qui est difficile. C'est que c'est peut-être on doit se donner dans toutes nos relations, mais encore plus particulièrement, je pense, dans notre mariage. Et c'est le lieu de la haute vulnérabilité, moi, je pense. Et du coup, c'est très chouette. Mais qui c'est qui disait est-ce que c'est une de vous, les filles, qui parlait dans le mariage, on peut avoir des grands hauts et des grands bas? Non. Pas moi, en tout cas. C'est Alberi, je pense, un gars qui est anglais, qui parlait de ça, qui disait que, en gros, dans le célibat, on peut avoir des déceptions et des grandes joies dans la vie, hein, et dans le mariage, inversement. Mais quelque part dans le célibat, on va jamais souffrir de son célibat autant finalement que ce qu'on peut souffrir dans un mariage. Et peut-être qu'à l'inverse, il y a des joies qu'on ne connaîtra pas dans le célibat, qu'on connaît par rapport au mariage, mais il y a aussi des souffrances qu'on ne connaîtra pas. Je suis désolée, c'est peut-être pas du tout clair ce que je suis en train de raconter. Si, c'est très clair. Et quand c'est dur, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, et je suis pas sûre que j'aide vraiment à répondre à la question qui était posée, mais il faut avoir conscience que quand on va vers le mariage, on va vers une relation qui va être hyper nourrissante, mais hyper difficile aussi.
Voilà. Si je vous ai tous fait envie. Et j'aime bien que tu parles de conseiller conjugal, enfin voilà, conseiller conjugal ou familial ou autre sexologue et tout, parce que je pense que c'est important de dire que quand un couple se retrouve à faire appel à ces personnes-là, c'est pas un échec en fait. C'est de prendre en compte le fait que la vie à deux, c'est parfois difficile. Il y a des choses que tu n'avais pas vues dans les fiançailles, des nouveaux défis aussi, parce que ton corps change, parce que tes émotions changent, parce que l'arrivée d'un enfant change des choses. Et le fait d'avoir besoin d'aide et de se dire, OK, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre du recul sur la situation, etc., ça ne veut pas dire que c'est un échec, quoi. Ça veut dire que à passer à une étape, vous avez plus besoin d'aide parce que la relation change. Et je pense que ça aussi, il faut avoir conscience que, comme pour l'amitié, la relation de couple, elle va pas rester la même toute la vie. Il y aura la version sans enfants, la version avec des enfants, la version avec plusieurs enfants, la version avec des enfants qui vont bien, la version avec les enfants qui vont pas bien, la version où les deux travaillent, la version où un des deux est au chômage. Enfin, en fait, il va y avoir plein de versions différentes du couple quand on vieillit, etc. Et que du coup, toujours on va avoir besoin de s'ajuster et de retravailler et de rediscuter des trucs, et que le fait d'avoir une communication continue et de jamais penser... La relation, elle est acquise quand même, l'amour de l'autre, à un moment donné, il est acquis, mais pour autant, ça s'entretient aussi, et de toujours... comme toutes les relations, c'est sur des rails et après ça roule tout seul, quoi. En fait, c'est tout le temps en train de changer, et d'avoir conscience de ça et de pas penser que si la relation change, et qu'il y a des choses nouveaux à mettre en place, et ben c'est que c'est un échec, quoi. Ben non, en fait, c'est normal. Enfin, c'est la vie, Yes, quoi. exactement. Et puis, en fait, on n'est jamais complètement préparé à cette relation-là non plus. Et même si on a une bonne prépa au mariage dans notre église, ce qui est rare, on n'est jamais complètement préparé à ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique. Mais comme la parentalité, il y a un tas de choses, en fait, on n'est pas préparé tant qu'on le vit pas. Et donc, c'est possible qu'en cours de chemin, on ait besoin d'outils ou d'accompagnement. Mais c'est intéressant d'avoir discuté quand même avant de se marier tu vois, de comment on voit tout ça et d'essayer de s'engager avec quelqu'un qui a cette même envie de, de travailler sur lui-même. Bon, bah, en tout cas, bon courage si vous êtes mariés. Moi, j'ai envie de dire le meilleur, enfin, j'ai l'impression que le meilleur est à venir et que tu parles avec des gens qui sont mariés depuis 25-30 ans et qui ont travaillé dès le début pour avoir une bonne communication, de l'honnêteté. Ils commencent à s'éclater vraiment au bout d'un moment, et il y a beaucoup de couples comme ça qui témoignent que le travail que tu fais au début de ta vie de couple marié, elle porte vraiment du fruit par la suite, et que c'est pas vain de continuer de communiquer, de demander de l'aide. Et moi, j'ai déjà parlé avec des thérapeutes qui disaient, mais combien de fois on voit des couples, mais ils arrivent, enfin, en fait, on a juste à déclarer la mort parce qu'ils auraient dû venir plus tôt. Et que il y a des moments où c'est trop tard. Et je pense qu'avec Dieu, rien n'est trop tard. Mais il y a des moments où tu vas voir le thérapeute, mais en fait, c'est déjà trop galère. Il y a déjà eu trop de blessures et tout ça. Et qu'il vaut mieux y aller au début, quand il y a des petits problèmes, comme dans toutes les vies de couple, de relativiser et de normaliser le fait d'avoir des difficultés, d'avoir des conflits, de pas savoir gérer les conflits, d'avoir peur des conflits, enfin, tous les trucs qu'on a autour des relations. Bah, il faut y aller assez tôt pour qu'on puisse intervenir encore, quoi. Et la dernière question, comment arrêter de se comparer aux autres filles? Ou aux autres hommes, peut-être? Est-ce que les mecs se comparent beaucoup entre eux? Je ne sais pas. Je pense que le truc, c'est qu'en fait, se comparer aux autres, c'est que un symptôme, c'est pas la maladie. La maladie, c'est pas être content avec soi. Si tu es cool avec qui tu es, et cool avec tes qualités. Et quand je dis cool avec qui tu es, ça ne veut pas dire te trouver fabuleux, hein, mais ça veut juste dire savoir qui tu es, savoir quelles sont tes qualités et tes défauts, et tu te dis, ben voilà, c'est qui je suis. Ça ne veut pas dire que des fois, tu ne vas pas te dire, ah, quand même, cette qualité-là, chez telle personne, j'aimerais bien l'avoir. Mais tu ne vas pas passer ton temps à te comparer. Et j'imagine que sous-entendu, c'est que tu soutiens jamais la comparaison, quoi. La personne à côté est toujours mieux. Je pense que c'est un symptôme de la maladie de la question d'avoir une estime de soi qui est juste. Et l'estime de soi juste, c'est pas de se trouver fabuleux, mais c'est de se regarder tel qu'on est et se dire, en fait, ça va. En fait, ça va pas parce que je suis géniale, mais parce que je progresse, parce que Dieu m'aime,
parce que Dieu me fait le cadeau de gens qui connaissent mes défauts et qui sont gentils avec moi et qui m'aiment bien quand même. Et c'était dans un épisode de Et tout le monde s'en fout, chaîne que je vous conseille, dont je suis très fan, où le gars disait, en fait, si t'es un écureuil et que tu veux être un tabouret, en fait, tu vas être malheureux toute ta vie, quoi. Et que du coup, il peut y avoir des fois un tel écart entre qui tu es et qui tu aimerais être. Enfin, je pense une personne qui est hyper introvertie, hyper timide et qui regarde en bavant des gens qui est dans une pièce de 20 personnes, font des blagues, sont tout de suite hyper à l'aise et tout machin, en se disant oh là là, je voudrais tellement être comme ça. En fait, tu vas souffrir toute ta vie parce que le trajet, il est trop long, quoi. Et que des fois, on a des désirs de qui on est, de qui on voudrait être, qui sont complètement démesurés. Et juste se dire, ok, je vois qui je suis et j'accepte que je suis comme ça. Et je me dis, tiens, je pourrais juste me dire, c'est quoi l'étape d'après, quoi. Moi, est-ce que je pourrais être un peu moins timide avant de devenir le warm-up du groupe, tu vois. Et je trouve que de savoir qui on est, être reconnaissant devant Dieu pour qui on est, extraverti, introverti, facilité de relation, pas facilité de relation, bavard, pas bavard, etc. Être reconnaissant pour qui on est et se dire je vois quels sont les défauts que j'ai, quelles sont les qualités qui me manquent et je vais essayer de travailler petit à petit pour essayer d'être une meilleure personne. Ça va quand même t'aider à arrêter de tout le temps te comparer aux autres, quoi. Mais je pense que le secret, c'est vraiment d'être content avec qui on est. Yes. Mon prof de dogmatique cette année on avait un cours sur la création. Pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai étudié la théologie. Et en fait, il a simplement parlé du fait que les êtres humains, c'est bête, hein, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais moi ça m'a fait déclic cette année, mais aient des limites, ça c'est pas quelque chose qui est là parce que il y a eu la chute, pour tous ces dégradés, pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit biblique, mais ça fait partie de la façon dont on a été créé. On est des êtres finis avec des limites. On n'a jamais été créé infini avec zéro limite. Et on est créé avec des limites et c'est ok. Et en fait, avoir des limites, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mal. Et en fait, ça m'a énormément soulagée parce que je trouve qu'un énorme enjeu pour nous, les femmes qui se comparent entre nous, c'est l'impression que la femme d'à côté, elle arrive à faire tellement plus ou à être sur tellement plus de terrain ou à être tellement plus ceci ou cela. Enfin, moi, personnellement, c'est plus ce genre de choses-là sur lesquelles je pourrais me comparer plutôt que la meuf en maillot de bain, ça, je m'en fous. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, et se dire ça, ok, j'ai des limites, et c'est pas un problème. Ça m'a fait un bien de dingue dans mon année. J'ai été créée comme ça, avec des limites. Et en fait, ça n'empêche pas Dieu de faire plein de choses au travers de chacun d'entre nous, etc. Mais avoir des limites, il n'y a rien de mal, quoi. C'est pas une conséquence du péché ou quoi que ce soit, c'est juste être humain. Ça m'a... Ouais, carrément. Moi, je rajouterais que souvent, on compare notre pire avec le meilleur des gens. Et donc, on prend le pire en nous, souvent ce que les gens ne peuvent pas voir d'ailleurs, et on le compare avec ce qui est visible, notamment sur Instagram et tout. Et c'est Sam Albury qui dit ça dans son livre sur les 7 mensonges sur le célibat, qu'on compare le pire du célibat avec le meilleur du mariage. Si on, comme tu disais plutôt, Marjo, si on comparait le pire du célibat avec le pire du mariage, peut-être ça nous aiderait à plus apprécier la vie de célibataire. Mais du coup, en fait, quand je me compare, je veux me rappeler, les autres, ils ont des problèmes aussi. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est quand j'ai envie de me comparer, je vais vraiment ramener ça à Dieu. Et je pense qu'il faut apprendre à accepter nos manquements, nos faiblesses, notre péché. Et il faut apprendre en fait à dire... moi, la semaine dernière, vraiment, j'avais l'impression d'avoir failli sur plein de points. Et je savais, et j'étais là en mode, oh là là, mais il y a plein de trucs que j'ai mal fait. Et j'avais une angoisse, genre, oh là là, mais je fais comment? Je me sens comme un gros tas, je suis vraiment pas contente de mon comportement et tout. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que souvent, je fuis. Ou alors, je vais partir dans du fantasme de ce que je ferai la prochaine fois et tout. Et là, je me disais, mais en fait, il faut que je me confronte à ça devant Dieu, pas devant. Hein. J'étais seule à Paris-Gare de Lyon et j'étais là et je sentais Dieu qui disait Sophie, dépose tes problèmes à Dieu, quoi. Au lieu de repartir dans tes pensées en disant oui, mais machin, il a fait ça et c'est mieux que moi et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant,
ce besoin d'aller devant Dieu, qui lui n'est pas un humain. Donc on peut pas se comparer à Dieu parce que c'est pas comparable, on joue pas du tout dans la même cour. Et moi ça m'a aidé beaucoup, et même de dire ouais, le meilleur de cette personne en fait c'est son meilleur, je peux pas le comparer avec mon pire parce que enfin voilà. Et ouais, je dirais ces deux choses. Et travaille sur ton estime de toi, tu verras. Tu pourras, plus tu travailles sur ton estime de toi, plus tu peux confronter tes problèmes et tes manquements, les regarder en face et dire ça c'était pas ok, ce comportement-là j'aurais pas dû l'avoir, ça c'était pas cool, tout ça. Ouais, et je pense que c'est hyper important que... Enfin, moi je pense que c'est un travail auquel, moi je parle pour moi, mais il faut retourner souvent, mais que c'est important qu'on le fasse parce que je pense que il y a besoin aussi des dons et des talents de tout le monde et qu'il n'y a personne à économiser et que c'est aussi notre rôle de promouvoir les dons et les talents des autres. Mais pour le faire, il faut être capable de se dire, quand je mets tel autre en avant, ou quand je mets le don ou le talent de quelqu'un d'autre en avant, ça n'enlève rien à qui je suis moi. Et donc je peux être à l'aise en me disant ah bah elle c'est une bonne ressource pour ça, ah bah elle non, 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 et qu'il n'y a pas de compétition parce qu'il y a vraiment besoin de tout quoi, de tout le monde, de tout ce que tu as donné à chacun, à chacune, et qu'il faut qu'on fasse enfin voilà, je suis désolée, je déborde un peu, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit une génération de femmes qui n'hésitent pas à nous valoriser les unes les autres, et ça ne veut pas dire nous dévaloriser nous-mêmes. Ouais, ouais. Je pense que moi, un des trucs que j'ai appris et qui m'a aidé, c'est que j'ai appris qu'en fait, tout le monde est nul et tout le monde est génial. Non, mais c'est vrai. Amen, c'est vrai. Non, parce que du coup, tu te dis que tu es la seule à être nulle, tu es la seule à pas arriver à t'occuper de tes enfants, avoir une maison rangée et en plus être belle et mettre des talons et machin, machin, enfin les trucs qu'on pose sur les mères en ce moment, je trouve ça ouf. Et que tout le monde y arrive, la preuve, les réseaux sociaux, mais toi, tu es la seule à pas y arriver. Et en fait, tu découvres dans la relation qu'en fait, tout le monde est nul. Et que même les femmes qui ont l'air de tout gérer comme des oufs, en fait, il y a des grosses zones de leur vie où c'est la crise totale. Soit elles n'ont aucune intimité avec Dieu, soit, enfin, il y a toujours un, voilà, parce qu'en fait, tout le monde est nul. Et en même temps, ce que disait Marjolaine, c'est qu'en fait, tout le monde est génial, tout le monde a quelque chose à apporter. Et donc, de vivre, ça peut paraître juste, ça peut juste donner l'impression que je dis deux trucs totalement différents, et voilà. Mais je pense que c'est quand même très vrai les deux. Et de juste vivre ces deux réalités, qu'en fait, tout le monde galère et qu'en même temps, tout le monde est fabuleux. Et encore une fois, moi je crois vraiment que le fait de penser, on dit souvent que le fait de penser que tu es meilleur que tout le monde, c'est que tu es orgueilleux, mais le fait de penser que tu es pire que tout le monde, c'est aussi de l'orgueil. Hein. C'est aussi le fait d'être centré sur toi. Le fait et si tu te décentres un petit peu et tu regardes le monde tel qu'il est avec la complémentarité et tout, et que tu acceptes la place que tu as là-dedans en te réjouissant des trucs cool que tu fais et en acceptant les choses où en fait tu es moins bonne et où il faudra laisser la place à d'autres personnes et où bah, c'est pas ton truc. Mais c'est pas grave en fait parce que tu n'es pas censé être la femme universelle. Peut-être que c'est important de dire ça, on n'est pas censé être la femme universelle. La femme universelle, c'est l'ensemble de nous toutes. Et donc à moi toute seule, je n'ai pas à être la femme universelle. Je trouve que ça aide quoi. On est toutes des galériennes et on est toutes fabuleuses, donc c'est bon quoi. Ça me fait penser à la chanson Toutes les femmes de ta vie. En fait, cette chanson, c'est nul. C'est qu'on ne savait pas encore. Non, mais t'as vu l'ambition? En fait, quand on pense aux paroles, toutes les femmes de ta vie en moi réunies, t'imagines l'ambition un peu? En gros, je suis tout, je vais tout être. Je vais être ta meilleure amie, ton amante, ta mère, évidemment. Je te complète. Je vais être machin. Freud. Voilà, mais qui peut faire ça? Personne, en fait. Ah, c'est pas possible. Que je trouve que sur cette question et sur toutes les autres où on a parlé des problèmes et on a parlé de notre faiblesse et de nos incapacités à parler autant dans le mariage que dans nos amitiés, Dieu, il te voit, il te connaît, il voit l'ampleur de combien t'es nul, l'ampleur de combien t'es génial en même temps, et il t'aime. Et il n'y a rien de ce que tu pourrais faire ou ne pas faire qui ferait qu'il t'aimerait moins. Et en fait, tu peux... Surtout toutes nos relations dans nos vies où ça peut tellement changer, on peut être sûr d'une seule chose, l'amour que Dieu il a pour toi ne changera jamais. Et je trouve que c'est dans ça aussi, quand tu es assuré dans ça, que tu peux vivre sans te comparer aux autres. Quand tu reviens au fait que Dieu qui t'a créé, qui t'aime, qui te connaît parfaitement, il n'y a rien qui le surprend chez toi, rien des pires choses qui peuvent sortir de toi ne le surprend, et il t'aime, mais comme jamais. Plus on grandit dans cet amour-là, à le comprendre et à s'en saisir,
sans le comprendre totalement d'ailleurs, plus on peut être apaisé dans nos amitiés, dans nos relations, dans la non-comparaison. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter pour terminer. C'est parfait, c'est parfait. Mesdames, merci beaucoup pour ces 3 épisodes incroyables. Encore une fois, je suis émerveillée par vous-même, quoi. Vous êtes si intelligente et drôle et belle. Sage. Merci. Merci à toi, Sophie. Merci à toi.